Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir, de comprendre quelles sont les différentes institutions de notre République. Et pour cela, il faut un peu revenir en arrière et voir comment ces institutions ont été créées depuis la Révolution française. Alors, les institutions de la République, elles sont définies dans un texte qu'on appelle la Constitution. Notre Constitution, dont vous voyez une image ici, elle date de 1958. On y reviendra plus tard. Une Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui va définir ce que sont les institutions et qui va partager les pouvoirs entre les institutions. Comme certains l'ont peut-être vu en quatrième, on dit que dans tous les États, il y a 3 types de pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est celui d'écrire, de faire, de fabriquer les lois. Le pouvoir exécutif, c'est celui de faire appliquer, exécuter ces lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire, c'est celui de juger les gens selon ces lois. On dit que dans une démocratie, ces 3 pouvoirs doivent être séparés, ils ne doivent pas être détenus par une même personne ou une même institution. Alors, comme vous le savez tous, pendant plus de 1000 ans, la France a été dirigée par des rois. On dit donc que c'est une monarchie, et c'est même une monarchie de droit divin, puisqu'on pense à l'époque que ces rois ont été désignés par Dieu. Ils deviennent rois après une cérémonie religieuse qu'on appelle le sacre, cérémonie où on va les toucher avec une huile sacrée qui aurait été donnée par Dieu, et on va bien sûr les couronner. Alors à partir de 1661, la monarchie française, on dit qu'elle devient absolue, avec un premier roi, Louis XIV, qui décide de concentrer, de tenir tous les pouvoirs, donc les 3 pouvoirs qu'on a vus. C'est-à-dire que Louis XIV, c'est le chef du pouvoir judiciaire, il juge les gens, c'est le plus grand juge du royaume. C'est le chef du pouvoir exécutif, c'est lui qui fait exécuter les lois. C'est aussi le chef du pouvoir législatif, c'est-à-dire que la loi est écrite au nom du roi et qu'il peut écrire les lois qu'il veut. Plus tard, son arrière-petit-fils Louis XV va garder ce système de la monarchie absolue, tout comme le petit-fils de ce dernier, Louis XVI, vous voyez, qui devient roi à partir de 1774. La monarchie absolue va être abolie, supprimée en 1789 par un événement qu'on va appeler la Révolution française. Alors, rappelez-vous vos cours de quatrième. En mai 1789, le roi Louis XVI rassemble à Versailles les États généraux, c'est-à-dire la réunion des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-État. Un mois après, les représentants du tiers-État ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés par le roi et ils décident de se déclarer Assemblée nationale et font un serment dans une salle de sport de Versailles, qu'on appelle la salle du jeu de paume. Ils font le serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas écrit une constitution pour la France. Une constitution pour séparer les pouvoirs et pour que le roi n'ait plus les 3 pouvoirs. D'accord? C'est l'épisode du serment du jeu de paume. Le roi accepte une première fois de partager son pouvoir avec cette Assemblée nationale. Et puis, en juillet 1789, un mois après, le peuple de Paris, la population parisienne, se révolte contre le roi, car elle a peur que Louis XVI revienne sur ce qu'il a promis et qu'il rétablisse la monarchie absolue à l'aide de ses armées. Ils vont attaquer une forteresse prison de Paris, qu'on appelle la Bastille, et la détruire. D'accord ? C'est le début de la Révolution française. À partir de là, le roi accepte, apparemment définitivement, de partager son pouvoir avec l'Assemblée nationale. Cette monarchie parlementaire ou constitutionnelle va être de courte durée. Elle commence donc en 1789, mais finit déjà en 1792. En fait, en 1792, le roi Louis XVI craint pour sa sécurité et il décide de fuir Paris avec sa famille. Ils vont être reconnus sur le chemin, ils vont être ensuite ramenés à Paris, être emprisonnés. Plus tard, Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette vont être jugés pour trahison,
condamnés à mort et exécutés, décapités, sur la place de la Révolution qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde. On doit donc écrire une nouvelle constitution, puisqu'il n'y a plus de roi, et fonder un nouveau régime. C'est la première république. Une république, c'est un régime politique où il n'y a pas de roi. Durant cette première république, c'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir. À l'époque, on l'appelle la Convention, donc ce sont les députés qui gouvernent. Jusqu'à ce qu'en 1799, un jeune général français qui a connu beaucoup de victoires en Italie décide de prendre le pouvoir de force et de faire un coup d'État. C'est Napoléon Bonaparte. En fait, dans cette première république, donc écrite avec la première constitution, ce sont les citoyens les plus riches seulement qui peuvent voter. Déjà, les mineurs n'ont pas le droit de vote, les étrangers non plus, les femmes non plus, et les hommes français pauvres, ceux qui ne peuvent pas payer un impôt qui s'appelle le cens, ne peuvent pas voter. C'est pour ça qu'on dit que le suffrage est censitaire, c'est-à-dire que seuls les citoyens qui peuvent payer le cens sont capables, ont le droit de vote. 5 ans après avoir pris le pouvoir de force, Napoléon Bonaparte décide de mettre définitivement fin à la Première République en devenant empereur des Français et en rétablissant donc la monarchie absolue. Ce premier empire va durer de 1804 à 1815. 1815, c'est la date de la dernière défaite de Napoléon Ier à Waterloo. La France alors est battue par la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie. Et les pays étrangers européens vont imposer en France le retour des rois de la famille de Louis XVI, c'est la famille des Bourbons. On voit donc ici les 3 rois Bourbons qui font leur retour en France après 1815. Le premier, c'est le plus vieux frère de Louis XVI, ici à gauche Louis XVIII. Au centre, son dernier frère, Charles X, qui va essayer de rétablir la monarchie absolue en France. Et il va y avoir une révolution contre lui en 1830. Et cette révolution de 1830 va amener sur le trône un cousin de la famille, Louis-Philippe d'Orléans, ici que vous voyez à droite. Et Louis-Philippe d'Orléans, en 1848, il est lui-même écarté par une dernière révolution qui va imposer une république. C'est la deuxième république avec la deuxième constitution qui va changer la façon dont les pouvoirs sont répartis. Alors cette république, cette deuxième république fonctionne avec un parlement, une assemblée nationale, mais aussi elle crée un nouveau poste, celui de président de la République. Et les Français sont appelés à voter et vont voter pour le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir donc le premier président de la République française pour une durée de, à l'époque, 4 ans. Alors cette seconde République met fin au suffrage censitaire, c'est-à-dire que dorénavant, ce ne sont plus seulement les plus riches qui vont voter, mais en fait tous les citoyens français, hommes, et donc les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Donc on voit que cette deuxième République a duré très peu de temps, de 1848 à 1852. Pourquoi? Parce que normalement, le président de la République, donc Louis-Napoléon Bonaparte, au bout de 4 ans, doit laisser son mandat. Il doit y avoir une nouvelle élection. Sauf que lui n'accepte pas de laisser son pouvoir et va faire comme son oncle, il va faire un coup d'État, cette fois-ci assez sanglant, pour garder son pouvoir. Et une fois que son coup d'État réussit, il décide de mettre fin à la Seconde République et de créer à nouveau un empire, le Second Empire, même si celui-ci s'appelle Napoléon III. Finalement, en 1870, c'est la fin de ce Second Empire. En 1870, en effet, ce que vous voyez à gauche, c'est l'image de Napoléon III avec le Premier ministre allemand, Bismarck. En fait, Napoléon III a déclaré la guerre à l'Allemagne, ou en tout cas le pays qui est en train de devenir l'Allemagne. Il perd cette guerre, il est fait prisonnier, et à Paris, sur l'image de droite, vous pouvez voir des hommes politiques qui, devant l'Assemblée nationale, vont créer
un nouveau régime, la Troisième République, avec une troisième constitution. Celle-ci va être assez longue puisqu'elle va durer de 1870, donc la fin de Napoléon III, jusqu'à 1940, la Seconde Guerre mondiale. Cette Troisième République, elle garde le suffrage universel masculin, c'est-à-dire qu'elle refuse toujours le droit de vote aux femmes. Elle va continuer à le refuser durant toute sa durée, même après la Première Guerre mondiale, donc en 1918, quand les femmes ont rendu un grand service à la France par leur travail dans les usines d'armement et dans les champs. La République continue de refuser le droit de vote aux femmes. Ici, vous voyez une affiche des suffragettes, c'est-à-dire les féministes qui réclamaient le droit de vote des femmes au 19e et au 20e siècle. Alors, nous allons voir que cette Troisième République est complètement différente des deux premières. Elle va garder le Parlement, d'accord, qui va être l'Assemblée nationale va être très forte dans cette Troisième République. Par contre, elle va enlever son pouvoir au président de la République, puisqu'on veut se méfier des individus qui pourraient avoir un trop grand pouvoir, puisque la dernière fois que ça a été fait, Louis-Napoléon Bonaparte a rétabli l'Empire pour lui. Donc sur ce schéma, on voit la répartition des pouvoirs dans cette Troisième République. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le pouvoir législatif, en fait, est très puissant. L'Assemblée nationale, en fait, à cette époque-là, c'était la réunion de deux chambres, la Chambre des députés et puis le Sénat, un peu comme aujourd'hui. Par contre, le président de la République que vous voyez en haut, donc celui qui représente le pouvoir exécutif, n'a en fait aucun pouvoir. Son seul pouvoir, c'est de nommer le gouvernement en regardant quel parti politique a la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a aucun autre pouvoir, et vous voyez d'ailleurs que le président de la République n'est pas élu par les citoyens, mais qu'il est élu justement par l'Assemblée nationale. C'est la flèche bleue qu'on voit sur la droite, d'accord, qui le désigne. Le poste le plus important en fait de l'exécutif à l'époque, c'est le président du Conseil. C'est l'équivalent de notre Premier ministre actuel, d'accord? Et pour un exemple qu'on a vu en cours, eh ben, un des présidents du Conseil qu'on connaît bien, en 1936, c'est Léon Blum, qui est devenu président du Conseil parce que son parti politique, le Front populaire, lui il dirige le Parti socialiste, mais donc le Front populaire, a gagné les élections, donc il a été désigné par le président de la République comme le nouveau président du Conseil. D'accord? Et il va gouverner pendant quelques mois. Et ça vous montre le problème de cette Troisième République, c'est-à-dire que comme l'Assemblée nationale avait énormément de pouvoir sur le gouvernement, elle votait la fin des gouvernements très vite quand les gouvernements faisaient une décision qui n'allait pas à la majorité des députés et des sénateurs. Et donc parfois on a eu des années avec 5-6 gouvernements différents qui se sont succédés. C'est ce qu'on appelle l'instabilité ministérielle, et du coup le système ne marchait pas totalement. La Troisième République arrive donc à sa fin en 1940, au moment où la France est en train de perdre la première partie de la Seconde Guerre mondiale. On y reviendra bientôt en histoire. En fait, en mai 1940, la France est envahie par l'Allemagne, qui va très vite cette fois-ci. Et en juin 1940, le pouvoir est confié en France, les pleins pouvoirs sont confiés en France, au maréchal Pétain, celui qui avait gagné la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Le maréchal Pétain va tout de suite demander l'armistice aux Allemands, et quelques mois après, c'est ce que vous voyez sur la photo de droite, il va rencontrer Adolf Hitler et il va mettre en place ce qu'on appelle la politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. C'est pas une alliance avec l'Allemagne, c'est juste que la France se met en quelque sorte au service de l'Allemagne nazie. Alors ce qui est important de retenir, c'est que donc dans le nouveau régime qu'il va fonder, donc le maréchal Pétain, il y a un régime qui ressemble un peu à un régime totalitaire et qu'on appelle le régime de Vichy. Dans ce nouveau régime-là, il n'y a pas d'élection, pas une république. C'est un régime qui va durer donc 4 ans, de 1940 à 1944, lors de la libération de la France. La France est donc libérée à partir de 1944-1945. On voit ici à gauche une image des résistants français lors de la libération de la ville de Paris, avec devant eux
le général de Gaulle, donc celui qui était considéré comme le chef de la résistance française à l'Allemagne nazie et au régime de Vichy. Donc en 1944-45, il faut imaginer un nouveau régime. On écrit une nouvelle constitution, la 4e. C'est donc la 4e République qui va commencer. Et comme vous le voyez sur la photo de droite, c'est aussi un régime parlementaire qui donne beaucoup de place au Parlement et peu à l'exécutif. Beaucoup de place au législatif et peu à l'exécutif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1945, cette 4e République décide enfin de donner le droit de vote aux femmes. On voit ici les femmes voter pour la première fois en 1945. Donc, on n'est plus dans le suffrage universel masculin, on n'est plus dans le suffrage censitaire, on est dans le suffrage universel tout court. Tous les citoyens et les citoyennes françaises peuvent voter. Alors, ce qu'on voit ici sur ce schéma de la 4e République, c'est qu'en fait, la 4e République va reprendre, à peu de choses près, la façon dont les pouvoirs étaient répartis dans la 3e République. Il y a toujours 2 chambres, ici l'Assemblée nationale et puis ce Conseil de la République. Il y a toujours un président de la République, mais qui est encore une fois élu par l'Assemblée nationale et par le Conseil de la République, donc il n'est pas élu directement par les citoyens. Et puis, il y a toujours un gouvernement qui peut être renversé facilement par l'Assemblée nationale. Et en fait, ce système qui donne un pouvoir législatif très fort va déplaire beaucoup au général de Gaulle, qui était président du Conseil après la Libération. Et le général de Gaulle va carrément démissionner parce que lui n'imagine pas un régime comme ça. Pour lui, il ne faut pas changer de gouvernement tous les 3-4 mois. Pour lui, il faut un exécutif, un président de la République qui a un pouvoir fort. Donc il démissionne en 1946. Alors cette 4e République va avoir une durée très courte, 12 ans, de 1946 à 1958. En fait, en 1954, commence ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Les Algériens veulent majoritairement devenir indépendants de la France. Au début, l'armée française et la France refusent. Il y a plusieurs gouvernements qui vont se succéder, qui vont être renversés à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à régler cette question de l'Algérie. Et en fait, le général de Gaulle va profiter de ces désordres pour pouvoir revenir au pouvoir. Il accepte de redevenir président du Conseil en 1958, mais il dit tout de suite qu'il va changer la Constitution et écrire la 5e Constitution, qui va fonder donc notre 5e République. Le général de Gaulle annonce tout de suite qu'il veut un pouvoir exécutif fort face au pouvoir législatif. Et c'est ce que vous voyez sur la fiche de gauche. En fait, dorénavant, ce n'est plus le Parlement qui va désigner le président de la République, ce sont directement les citoyens et citoyennes français. D'accord ? Là, vous voyez à droite la photo de président de la République du général de Gaulle, et on va voir que tout le système va changer. On voit ici le schéma qui montre le fonctionnement des institutions et du partage des pouvoirs dans la 5e République, donc qui a été écrite pour le général de Gaulle qui voulait avoir un pouvoir fort. Ce qui est important de retenir, c'est d'abord que les citoyens, comme c'est une démocratie, sont à la base du système. Ce sont eux qui élisent les députés, ce sont eux qui élisent surtout le président de la République. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que le président de la République est devenu en fait intouchable. D'abord, c'est lui qui dirige la nation en nommant un gouvernement, c'est-à-dire les ministres, qui sont tous dirigés par un Premier ministre. Et ce gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc, quand vous voyez motion de censure sur le schéma entre Assemblée nationale et gouvernement, la motion de censure, c'est ce qui permet à l'Assemblée nationale de faire démissionner un gouvernement. Si l'Assemblée nationale vote une motion de censure contre un gouvernement, tout le gouvernement doit démissionner et on doit nommer d'autres ministres. D'accord ? Ce qu'on voit, c'est que l'Assemblée nationale n'a absolument aucun pouvoir sur le président. Elle ne peut pas bouger le président, elle ne peut bouger que les ministres et le Premier ministre. Par contre, le président de la République, vous voyez qu'entre lui et l'Assemblée nationale, il y a un droit de dissolution, c'est-à-dire que le président de la République peut dire on refait des élections législatives
pour élire des députés si le Parlement, l'Assemblée nationale, ne lui convient pas. Ce qu'on voit ensuite, c'est que donc seule l'Assemblée nationale est désignée par les citoyens, puisque le Sénat que vous voyez à droite est désigné par des grands électeurs, donc des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des députés, etc. Alors on voit ici la liste des 8 présidents que nous avons connus dans cette 5e République. On voit la durée de leur mandat et on voit aussi leur tendance politique, avec en bleu les présidents de droite, en rose les présidents de gauche et en jaune le seul président de centre que nous ayons eu. Alors le premier président de la 5e République, c'est bien sûr le général de Gaulle, qui est élu président de la République en 1959 et qui va rester président jusqu'en 1969. En fait, en mai 68, il y a un mouvement de contestation de la part des étudiants et des ouvriers français. Le président de Gaulle va proposer aux Français un référendum 1 an plus tard. Il va perdre ce référendum et il estime qu'il n'est plus légitime pour être le président puisqu'il a perdu une élection et il démissionne. Il va donc être remplacé par quelqu'un de son camp, Georges Pompidou, qui va être élu en 1969, mais qui va mourir avant la fin de son mandat en 1974. En 1974, un nouveau président de droite est élu, Valéry Giscard d'Estaing, qui va rester président 7 ans. À l'époque, le mandat est de 7 ans. Celui-ci va être remplacé par le premier président de gauche, qui est du Parti socialiste, qui est François Mitterrand, qui va être élu à 2 reprises, donc en 1981, puis en 1988, donc en tout 14 ans. En 1995, celui-ci est remplacé par à nouveau un président de droite, Jacques Chirac, élu une première fois pour 7 ans et une deuxième fois pour 5 ans, puisqu'à partir de 2002, on va changer de durée de mandat. On estime que 7 ans, c'est trop long, et on passe à 5 ans, ce qui est le mandat aujourd'hui du président de la République. En 2007, Jacques Chirac est remplacé par Nicolas Sarkozy, qui est élu pour un seul mandat, qui n'arrive pas à se faire réélire. Il va être battu par un président de gauche, François Hollande, qui va être aussi élu pour un seul mandat, puisque en 2017, il renonce à se présenter, puisque les sondages n'étaient pas assez bons pour lui. Et enfin, Emmanuel Macron, donc, qui est un ancien ministre de François Hollande, est élu en 2017, avec la particularité d'être le premier président de la 5e République qui était ni de droite ni de gauche, mais du centre. C'est pour ça que la couleur est jaune autour de sa photo. Alors en France, le chef de l'exécutif, c'est bien le président de la République, donc Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président de la République, une fois élu, nomme un Premier ministre, qui est le chef de son gouvernement. Ce Premier ministre aujourd'hui, c'est Édouard Philippe, que vous voyez ici à côté d'Emmanuel Macron. Ensemble, le Premier ministre et le président vont assembler un gouvernement en nommant des ministres à différents postes. On a par exemple le ministre des Affaires étrangères pour les relations avec les autres pays, le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de la police, le ministre de l'Éducation nationale qui s'occupe des établissements scolaires, le ministre de la Justice, le ministre des collectivités, le ministre de l'économie et des finances, qui est un des plus importants aussi. Donc on va d'abord s'intéresser à la première chambre de ce Parlement, donc l'Assemblée nationale. Elle compte aujourd'hui 577 députés. Vous voyez une photo à gauche de l'Assemblée nationale. Et ces députés sont répartis forcément en partis politiques selon leurs idées. On part, vous avez maintenant l'habitude, donc de la gauche avec la France Insoumise, le Parti communiste français. On passe au PS, puis on arrive au centre, LREM, donc la République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. Le MoDem qui est allié à Emmanuel Macron. Et puis enfin, on arrive à la droite avec l'UDI et LR, donc c'est-à-dire les Républicains. Et puis ensuite l'extrême droite avec l'EFN. Ce qu'on voit donc sur la répartition des députés de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est qu'en fait, le parti d'Emmanuel Macron, donc la République en marche, a 308 députés sur 577, c'est-à-dire qu'ils ont plus que la moitié. Ça veut dire qu'ils peuvent faire leur loi. Donc en fait, la façon dont ça se passe,
c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est dirigé par Édouard Philippe, propose des lois à l'Assemblée nationale et généralement, pour l'instant, ça arrive à chaque fois, généralement, ces lois sont toujours votées puisque le parti d'Emmanuel Macron a la majorité, donc ils vont voter pour les lois proposées par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors au Sénat, c'est un peu différent. Donc vous voyez ici une photo du Sénat, vous voyez que c'est un endroit plus petit. Il n'y a que 348 sénateurs aujourd'hui. Comme on l'a vu tout à l'heure, les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens, mais par des grands électeurs, conseillers municipaux, députés, conseillers régionaux. Vous voyez ici la répartition des partis politiques au Sénat. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit d'abord que bon, la droite a la majorité. Là, il y a plus de couleur bleue que de couleur rouge. Mais le parti d'Emmanuel Macron n'existe pas, en fait, puisque les dernières élections ont eu lieu en 2014 et que le parti d'Emmanuel Macron a été fondé en 2017. Cette année, il devait y avoir des élections sénatoriales, donc cet été, qui allaient désigner la moitié du Sénat, mais forcément, avec la crise du coronavirus, il n'y a pas pu avoir les élections municipales qui ont été au bout, donc on n'a pas assez de conseillers municipaux pour élire les sénateurs. Donc probablement que ces élections sénatoriales vont être décalées. Enfin, la dernière institution importante de notre Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de vérifier que toutes les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale et le Sénat sont bien conformes à la Constitution, qu'elles respectent la Constitution. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que en France, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République, qui est élu tous les 5 ans lors d'un scrutin majoritaire à 2 tours. Il y a un seul tour, bien sûr, si le président obtient plus de 50% dès le premier tour, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. On voit que le chef de l'exécutif désigne ensuite un gouvernement, qui est dirigé par un premier ministre, et que c'est ce gouvernement qui est responsable devant le Parlement. D'accord ? C'est ce gouvernement qui peut être démissionné par le Parlement. On voit que dans notre 5e République, le législatif appartient à 2 chambres, donc l'Assemblée nationale avec ses députés et le Sénat avec ses sénateurs. Les lois, la plupart du temps, sont proposées par le gouvernement, donc par les ministres, qui écrivent des lois et qui vont devant l'Assemblée nationale puis devant le Sénat pour les faire voter. Elles peuvent être aussi proposées parfois par des députés ou par des sénateurs, c'est un peu plus rare. On voit aussi que pour qu'une loi soit acceptée, la même loi à la virgule près doit être votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Tant que ce n'est pas la même loi, le même texte qui est voté, on recommence à chaque fois, il faut que ce soit voté par les deux. Au final, si le désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale dure trop longtemps, ça peut durer des mois, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, puisque les députés sont élus par les citoyens. Alors que je vous rappelle, les sénateurs sont élus par des grands électeurs. C'est le suffrage indirect. Voilà, donc ce qu'il va falloir maintenant retenir pour vous de cette 5e République, c'est que c'est donc un régime présidentiel, où le président a beaucoup de pouvoir, où il y a toutefois quand même du législatif, il y a une Assemblée nationale et un Sénat qui peuvent contrôler le gouvernement, mais pas le président. Le président, le chef de l'exécutif, est presque intouchable.